Bien, donc, je suis heureux de vous retrouver, parce que je vous ai vu pour la plupart donc, à Mayenne au musée Mistral. Et donc, je vais vous parler d'abord de Mistral, et ensuite, je vais vous parler un peu de la relation Maurras-Mistral. Alors, forcément, il y a des choses que vous avez déjà entendues peut-être tout à l'heure à Mayenne, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de redites et qu'il y ait quelque chose à apprendre sur cette conférence. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord resituer Mistral dans son époque. Donc, Mistral est un homme du 19e siècle, il est né en 1830, il meurt en 1914, et donc ça veut dire qu'il a 20 ans en 1850, il a 20 ans au milieu même du 19e, donc il a 20 ans au moment où il y a la révolution industrielle, où il y a eu aussi des révolutions politiques, la révolution dite française de 89 et la révolution de 48. Donc Mistral va avoir ce sentiment qu'il y a quelque chose à sauver, en priorité bien sûr pour lui la langue, mais qu'il n'y a pas que la langue à sauver, qu'il y a aussi des traditions, qu'il y a aussi un pays, et que tout est en train qu'il est à la charnière d'un monde qui disparaît et d'un monde nouveau qui se crée. Et donc il va falloir sauver beaucoup de choses. Je voudrais quand même commencer peut-être, alors déjà dans cette conférence, je voudrais faire entendre un peu pas la voix de Mistral, mais la parole de Mistral et la faire entendre en provençal. Alors j'ai essayé de ne pas abuser, mais quand même, voilà, l'importance de la langue pour Mistral est tellement capitale que c'est aussi, me semble-t-il, intéressant d'entendre un peu cette langue. Et au passage, comme il était question que je me présente, voilà, j'ai été le professeur de provençal de Clément quand nous étions ensemble à Cavaillon. Donc, je vais commencer peut-être, puisqu'on est à Frigolet, par évoquer l'enfance de Mistral. Mistral a fait ses études, son école primaire à Mayenne, et puis assez vite il est venu à Frigolet. Et donc, la façon dont il en parle montre qu'il y avait un grand bonheur pour cet enfant, même s'il était enfermé, mais on va voir qu'il n'est pas si enfermé que ça, de se retrouver à Frigolet. Donc voilà ce qu'il dit sur sa venue ici. Quand Mizen a Gerunvi che la Zugino me desaviavo e che de longo mancava l'escolo per anar Gezezza Toulouzur di Luzan e di Paisano, se digere, Lufo et Mara. Donc quand mes parents eurent vu que je m'adonnais trop au jeu et que je manquais l'école pour aller m'amuser avec les petits paysans, eh bien ils se dirent, il faut l'enfermer. Et donc ils vont l'enfermer, bien sûr, dans le pensionnat. E Mako, une matinade, sul carretunduma, i domestiques carguèrent un pizzolier plegadis, une caisse de sapines per mettre mi papier, et mais, per estremar mis aliades et mis besognes, une mallette recouverte des peaux des porcs et mes soumpets. Donc, et ainsi, une matinée, sur la petite charrette du mas, les domestiques mirent un petit lit pliant, une caisse de sapin pour mettre mes papiers, et per estremar, pour mettre mes vêtements et mes affaires, une mallette recouverte de peau de porc. Bon, et puis, un tout petit peu plus loin, il y a quand même un passage qui est assez agréable sur la vie à Frigolet, au pensionnat de Frigolet. Alors, je vais vous le dire peut-être d'abord en français et après en provençal, ce sera plus simple pour ceux qui n'ont pas une connaissance de la langue. Dans les collèges, d'habitude, les écoliers sont enfermés dans des grandes cours froides entre 4 murailles. Mais nous, pour courir, nous avions toute la montagnette. Et donc, quand venait le jeudi, ou même aux heures de récréation, tel un troupeau, on nous lâchait et nous battions la colline, nous partions à travers la colline jusqu'à ce que la cloche sonne l'heure de la rentrée. Donc, di Nicolettes et d'ordinari, les escoliers sont incastati in dei grandi curfezzo entre 4 murailles, ma nous autres percorrent avant toute la montagnette, quand venait l'udizo au même les jours de la récréation, tant qu'un troupeau nous alargavons, et zou battant la colle, d'acquis que la campagne sounesse le réveil. Donc voilà, pour marquer le lieu où nous sommes, et qui a été un lieu où Mistral a fait ses petites études. Alors je vais passer directement, je vais avancer un petit peu quand même dans le temps, et je vais passer en 1851, c'est-à-dire où Mistral, donc un Mistral jeune, on a souvent l'image de ce Mistral que vous avez vu tout à l'heure, en gloire et en apothéose sur les tableaux du musée ou sur la statue qui est au centre du jardin. Mais il ne faut pas oublier que Mistral n'a pas toujours été cette espèce de grand personnage, de mage magnifique, mais qu'il a été aussi un jeune homme engagé dans l'action. Et donc en 1851, Mistral a 21 ans, il va prendre une triple décision qui va engager toute sa vie, qui est un moment important. Et voici comment il en parle dans ses mémoires.
Et là même, à cette époque, j'avais 21 ans, le pied sur le seuil de mon mas paternel, avec les yeux vers les Alpilles, dans moi-même et de moi-même, je pris la résolution, premièrement, de relever et de vivifier en Provence le sentiment de race. Alors bien sûr, race, il faut le prendre au sens de l'époque, voilà, hein, je mets toutes les guillemets que vous voulez, donc de relever le sentiment de race que je voyais disparaître sous l'éducation contre nature et fausse de toutes les écoles. Secondement, de mettre en branle cette résurrection, en quelque sorte, par la restauration de la langue naturelle et historique du pays, à laquelle toutes les écoles font une guerre à mort. Et troisièmement, de rendre la vitalité au provençal par le souffle et la flamme de la divine poésie. Donc on a une triple résolution importante pour un jeune homme de 21 ans, hein, qui est d'une part de redonner et de revivifier le sentiment, l'identité, nous allons dire, hein, on dirait aujourd'hui l'identité, un sentiment identitaire de la Provence. Deuxièmement, de restaurer la langue. Et troisièmement, de rentrer en poésie. Donc c'est quand même trois grands axes forts. Et trois grands axes qui se conjuguent à la fois du côté de l'idéal, de la rêverie, qui est le côté poésie de Mistral, mais aussi, il n'y a pas que de la rêverie, il y a aussi de l'action. Il y a une volonté de rentrer dans l'action immédiatement. Et ça va être la création du Félibrige dès 1854. Et ce côté action, c'est intéressant aussi de voir que Mistral, lorsqu'il évoque sa famille, il parle des deux côtés, un peu comme chez Proust. Il y a le côté paternel et le côté maternel. Et le côté paternel, Mistral va dire, voilà, il va montrer la différence entre les deux familles. Il y a un côté qui est un côté réaliste et comment dire, qui s'est amassé du bien, et puis il y a un côté qui est le côté rêveur et poétique. Et donc il dit, devers les Mistral, du côté des Mistral, erano des travailleurs et d'espargnaires et d'accampaires. Donc c'était des travailleurs, des épargneurs et des gens qui amassaient du bien. Comme en tout le pays, il n'y avait pas si parier, comme il n'y en avait pas les mêmes dans tout le pays. Alors que, du côté de ma mère, insayant comme tout, c'est-à-dire insoucieux comme tout, insouciant comme tout, et ayant toujours le temps pour aller labourer, ils laissaient courir l'eau et manger leurs pieds. Donc on a ces deux côtés chez Mistral, hein, qu'on retrouve un peu dans le Mistral poète. Hein, encore, il y a toujours du réalisme chez Mistral, il n'y a pas que de la rêverie, il y a le Mistral poète, et puis il y a le Mistral engagé dans l'action. Alors donc, Mistral, je vous dis, il prend cette triple résolution et il la met presque immédiatement en œuvre. 1854, on a la création du Félibrige. Restaurer la langue, ça va être tout de suite, essentiellement, à la fois l'œuvre poétique qu'il va mettre en chantier, mais aussi, bien sûr, le trésor du Félibrige, hein, ce dictionnaire qui est un monument énorme, hein, un monument de lexicologie extraordinaire, mais qui est bien plus qu'un dictionnaire, qui est une encyclopédie, en fait, de la Provence. Et puis ensuite, la poésie, puisque c'est dès 1851 qu'il commence aussi le poème de Mireille. Là aussi, il va dire... Voilà, il va dire que c'est aussitôt qu'il met en chantier Mireille, et il dit « Est-ce que je ne la voyais pas, Mireille, passer non seulement dans mes rêves de jeune homme, mais encore en personne, dans la gentillesse de ces mayonnaises qui venaient, pour les vers à soie, cueillir la feuille de mûrier, qui venaient tantôt dans la joie de ces sauclarelles, celles qui venaient sarcler l'herbe, laquelle qui rastait la reine, celle qui venait rateler, celle qui venait vendanger, celle qui venait oliver, qui allait et venait, et Messi Djouni et Badiou avaient leur corsage entrouvert, parce que Mistral a toujours été quand même du côté amoureux assez sensible à ce genre de choses, donc qui allaient et venaient avec leur corsage entrouvert et leur coiffe blanche dans les blés, dans les foins, dans les vignes et dans les oliveraies. Donc voilà, on a tout de suite la mise en chantier, Mistral prend la décision et aussitôt il met en chantier ces trois axes de ce qui va être sa vie. Alors sur Mistral poète, bon, je rappellerai bien sûr, je vais parler un peu de l'œuvre, il y a les trois épopées, les trois grandes épopées qui sont Mireille, Kalindao et le poème du Rhône. Donc il y a toujours dans ces textes-là une histoire, un récit qui est un récit d'amour, et en général un récit, une histoire d'amour qui est un amour
impossible, oui, un amour impossible, dans Mireille, c'est un amour impossible, Calenda, c'est un amour impossible qui finit par se réaliser à la fin quand même, et le poème du Rhône, c'est avec la catastrophe de la fin, ou l'engloutissement du bateau, c'est aussi un amour impossible. Donc il y a toujours cette histoire d'amour, mais il y a toujours, en même temps, une espèce de documentaire sur la Provence. C'est-à-dire que le souci de Mistral, c'est à travers son œuvre de montrer ce qu'est la Provence, ce qu'est cette vie, encore une fois, cette vie qui est en train de disparaître sous la révolution industrielle et sous tous les changements et les bouleversements de l'époque. Et donc Mistral va avoir le souci de la manifester. Et donc le récit de Mistral, dans ces grands poèmes, dans ces grandes épopées que sont Mireille et Calenda ou les poèmes du Rhône, c'est de raconter une histoire, mais dès qu'il a la possibilité, hop, il y a une petite digression pour aller parler d'un conte, pour aller parler d'une légende, pour aller parler d'un moment d'histoire de la Provence, pour aller parler de mode de vie, etc. Et ces digressions peuvent parfois être très longues. C'est parfois une strophe, deux strophes, et parfois c'est 10 strophes ou 15 strophes, et puis ça revient. Il y a aussi, bien sûr, dans l'œuvre, en dehors de ces trois grandes épopées, les deux recueils, les îles d'or et les olivades, qui sont des recueils de poésie. Donc Mistral n'a pas écrit que des grandes œuvres de 15 000 vers, il a écrit aussi des poèmes plus courts, donc avec une inspiration lyrique, une inspiration. Dans les îles d'or, vous avez les songes, vous avez les plaintes, vous avez les différentes parties. Mais dans ces deux recueils, il y a toujours quand même le Mistral homme d'action, c'est-à-dire il y a toujours des textes de combat. Dans les îles d'or, il y a toute une partie qui est intitulée les Cervantes, et le Cervantes, dans la littérature des troubadours, c'était une littérature de combat, une littérature d'action. Donc il y a toujours ces textes-là qui sont très forts. Bon, après, Mistral a touché aussi au théâtre, bien sûr, avec la Reine Jeanne. Il a écrit Nerte, qui est un conte médiéval, bon, à partir d'une légende là aussi, mais où il y a toute l'histoire, en particulier d'Avignon, de l'Avignon de l'époque des papes. Et puis, il y a la prose, avec les mémoires, et puis tout ce qui est appelé les proses d'Armanat, c'est-à-dire tous les textes que Mistral a écrits dans l'Armanat provençal ou dans d'autres journaux, et qu'il a recueillis ensuite, et qui sont des petits textes courts en général, qui évoquent l'histoire de la Provence, les traditions, etc. Sur le trésor du Félibrige, donc, encore une fois, c'est une véritable encyclopédie. Je crois que si on prend la première page du trésor, pour chaque article, vous avez à la fois le mot dans ses formes dialectales, c'est-à-dire dans des formes provençales, mais aussi gasconnes, béarnaises, languedociennes, etc. Vous avez le mot dans ses formes romanes, c'est-à-dire toutes les langues romanes, espagnoles, italiennes, etc. Mais vous avez aussi les proverbes, vous avez les légendes, et Mistral, quand il décrit son dictionnaire, il dit « Vous avez des explications sur les coutumes, usages, mœurs, institutions, traditions et croyances des provinces méridionales. Vous avez aussi des notions biographiques, bibliographiques et historiques sur la plupart des célébrités, des livres ou des faits appartenant au Midi. » Donc voilà, c'est une véritable encyclopédie. Et d'ailleurs, Mistral dit dans ses mémoires que 20 ans d'une carrière de poète se sont fondus dans le travail du dictionnaire, dans le travail du trésor du Félibrige. Et puis enfin, pour revenir donc à Mistral, homme d'action, encore une fois, il crée le Félibrige en 1854, et en tant que chef, en titre ou pas, mais en tout cas inspirateur du Félibrige, il va écrire un certain nombre de discours, il va prononcer des discours à toutes les fêtes du Félibrige, les fêtes de la Sainte-Estelle, à la Sainte-Étoile. Il va naturellement prononcer des discours qui sont des discours de combat. Il va, dès la création du Félibrige, créer l'Armada provençal. Alors, petite parenthèse quand même, Mistral n'est pas seul, il y a Romani, il y a Aubanel, ils sont plusieurs, mais c'est lui qui est l'âme de ce mouvement. Donc il va créer l'Armada provençal, qui est donc un almanach qui paraît tous les ans, parce qu'il y a le souci, chez Mistral, de redonner au peuple qui a perdu sa langue, encore c'est moins le peuple que la bourgeoisie qui a perdu la langue, mais de redonner au peuple dont la langue est en train de disparaître, de lui redonner cette langue avec des textes qui soient à sa portée, c'est-à-dire des textes courts, faciles, des petites poésies, des petites histoires, des petites devinettes, etc. Et donc c'est tout le travail de l'Armanach. En tant qu'homme d'action également, Mistral, il va fonder, en 1891, je crois, l'Aioli, donc un journal. Donc il y a pour titre l'Aioli, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est bien identitaire, on sait bien où on est, on sait bien qu'on est en Provence, et en plus, comme il écrit quelque part, l'Aioli a bien du goût, donc ceux que ça gêne, ils
partiront, hein, voilà. Donc on restera entre nous, il dit. Après, il y a ce que vous avez vu tout à l'heure, il y a aussi la correspondance, et les 60 000 lettres que Mistral a reçues et auxquelles il a répondu forcément, hein, qui sont des lettres aussi, donc des lettres effectivement de courtoisie, de gentillesse, des gens qui lui font un hommage, certes, mais il y a aussi toutes les lettres dans lesquelles c'est créé, c'est forgé le combat du février. J'ai des lettres à ses amis, Roumanie, Aubanel, Mathieu, Tavan, etc. Et puis les lettres avec les correspondants qu'il a pu avoir dans le monde entier. Je pense aussi aux Catalans, par exemple, puisqu'il y a eu un combat commun entre les Provençaux et les Catalans, qui était le combat, justement, d'une identité à reconquérir. Et puis, dans cette vocation à sauver, en quelque sorte, tout, hein, il a sauvé les mots par sa poésie, et il a sauvé les mots par le dictionnaire, et il faut également sauver les objets, hein, les objets de cette vie qui est en train de disparaître, et donc il va créer le Muséum Arlatin. En 1904, il crée le Muséum Arlatin dans lequel il va essayer de rassembler l'ensemble des objets de la vie de cette époque. Donc voilà à peu près un panorama à la fois de la vie et de l'œuvre un peu rapide. Bien entendu, il y a une gloire de Mistral, hein, qu'on a vu tout à l'heure dans le musée, hein, qui apparaît de façon manifeste sur les murs avec tous les hommages qui lui sont rendus. Mais il ne faut pas oublier donc, dès 1859, donc à la publication de Mireille, là, il y a l'hommage de Lamartine, hein, qui est quand même le grand poète de cette époque. Hein, et donc Lamartine, qui dans le 40e entretien, écrit « Un grand poète épique est né, la nature occidentale n'en fait plus, mais la nature méridionale en fait toujours, il y a une vertu dans le soleil. » Et Lamartine demande au ministre de l'Éducation 6 millions, ou je sais pas, ou 1 million d'euros, pas d'euros, de francs, pour distribuer dans toutes les écoles les œuvres de Mistral comme élément d'éducation d'un peuple à des véritables valeurs. Il y a quand même comme autre reconnaissance le fait que Gounod, hein, donc dès 4 ans après la publication de Mireille, Gounod choisit, qui a écrit Faust déjà, hein, qui a composé Faust, qui est quand même le compositeur français en vogue à l'époque, va choisir Mireille pour son deuxième opéra. Après, je fais un grand saut, 1904, le prix Nobel de littérature, donc effectivement, hein, Mistral, c'est le seul prix Nobel pour une langue régionale, hein, pour une langue qui n'est pas une langue nationale. Hein. Donc il y a cette importance de cette reconnaissance par le prix Nobel. Hein. Il ne faut pas oublier que Mistral, c'est quelqu'un qui est inconnu, qui n'a aucun réseau. En 1850, quand il s'engage, quand il écrit Mireille, il n'a aucun réseau. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui va obtenir le prix Nobel. Bon, après, il y a deux anecdotes. Il y a 1913, en mai 1913, où Mistral est au fait d'Aix, et où les étudiants aixois, dont il doit aller du centre-ville jusqu'à la faculté, et les étudiants aixois vont dételer les chevaux de la calèche sur laquelle est Mistral en disant « les dieux sont les hommes sont tirés par des chevaux, mais les dieux sont tirés par des hommes. » Et donc ils déteignent les chevaux, et c'est les étudiants aixois qui vont amener Mistral jusqu'à la faculté. Et en octobre 1913, hommage de la République, enfin, c'est Poincaré, hein, Raymond Poincaré, qui vient rendre visite à Mistral, à Mayenne, hein, qui s'arrête à la gare de Graveson-Mayenne, c'est un petit clin d'œil pour les Gravesonnais que je vois dans la salle, et qui vient à Mayenne avec l'anecdote fameuse où les Mayennais n'ont pas voulu recevoir le président de la République. Mistral, bien sûr, a accepté cet hommage, mais les Mayennais ont refusé, alors parce qu'on était dans la Vendée provençale, mais la Vendée provençale, à cette époque-là, c'était aussi, il y avait un lien tellement fort, enfin, chacun défendre les Mayennais, je suis Mayennais moi-même, alors je ne sais pas, mais il y avait un lien tellement fort entre le royalisme et le catholicisme. Or, on sortait quand même en 1913 de 15 ans de lutte anticléricale, hein, avec les lois anticléricales sur les inventaires, où les églises avaient été enfoncées, enfin, on avait enfoncé les portes des églises pour faire les inventaires, où il y a eu l'expulsion des congrégations, et en particulier le siège de Frigolet. Donc pour les Mayennais, ça ne passait pas, et donc les Mayennais avaient refusé de recevoir la municipalité royaliste de Mayenne avait refusé de recevoir Poincaré. Mistral, Maurras d'ailleurs, avait bien précisé qu'il n'était pour rien dans ce mouvement, et ça a été, je pense, un petit peu offusqué. Il aurait trouvé quand même que, pour une fois où la République venait rendre hommage à de véritables valeurs, c'était peut-être bien de l'accueillir. Mais bon.
Bien, voici donc, et puis voilà, après, donc le 25 mars 1914, mort de Mistral, donc hommage universel, bien entendu, et le tombeau, dont nous parlions tout à l'heure, dans ce tombeau que Mistral a fait construire de son vivant, qui est la reprise, la copie du pavillon de la reine Jeanne au Beau, donc c'est pas un hasard, Mistral va prendre pour son tombeau le pavillon qui est le pavillon de la reine emblématique de la Provence, cette reine Jeanne qui, pour les Provençaux et pour Mistral, est quand même un personnage fort, et avec cette petite particularité du non nobis, c'est-à-dire que Mistral reprend un des psaumes de la Bible, qui est « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire », et Mistral ajoute « Donc non nobis domine non nobis, sed nomini tuo et provinciae nostre », et à notre Provence donne la gloire. Donc il y a une vie qui est tout entière donnée, même si effectivement il y a un ego, on en parlait tout à l'heure, même s'il y a forcément une personnalité forte chez Mistral, il n'empêche que, à la fin, que toute sa vie a été donnée à la Provence, et ça apparaît sur ce tombeau. Alors je voudrais dire deux mots, peut-être aussi justement de Mistral, le maître, le penseur, l'éducateur, le sage, le mage, tous ces mots qui le définissent, et qui le définissent souvent de façon vraie. Et donc parler un peu de la pensée de Mistral. Alors, il y a chez Mistral une politique traditionnelle, il y a une politique de Mistral, si on veut, qui est une politique traditionnelle qui s'appuie sur les fondements naturels de la société. C'est-à-dire que Mistral va s'appuyer sur la famille, les âges, les anciens, les aousos, les pères, etc. Donc ce lien, ne jamais couper ce lien entre justement les générations d'aujourd'hui et les générations passées. Il s'appuie sur la patrie, à la fois la petite patrie, Mayenne Zibel ou Mayenne Agrade, quand il parle de son village, Mayenne Ebo, Mayenne Plé, mais aussi la grande patrie, il n'y a pas de séparatisme chez Mistral. Et enfin, il s'appuie sur la terre et sur le travail. Donc c'est une trilogie qui rappelle bien sûr celle de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Quand on revoit famille, patrie, travail, et il y a d'ailleurs eu en septembre 40, je crois, il y a une photo, je pense, où on voit Maurras à Mayenne. Je crois que Maurras, le 8 septembre 40, venait apporter à Mayenne l'hommage du maréchal Pétain à Frédéric Mistral. Cette plaque qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le musée, je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure, mais il y a un endroit où on voit l'absence d'une grande plaque. C'est juste le politiquement correct qui a encore frappé, et dont la plaque où il y a l'hommage de Pétain à Mistral a disparu. Enfin, elle n'a pas disparu, mais elle n'est plus là, elle est plus visible en tout cas. Et si je voulais finir l'anecdote, je vous dirais que j'ai été maire de Mayenne pendant un temps très court, pendant un an seulement, et la sous-préfète était venue visiter le musée, et donc j'avais fait visiter le musée Mistral à la sous-préfète, et lorsqu'elle arrive devant, et à l'époque, la plaque elle y était, et elle était visible, et lorsqu'elle arrive devant la plaque de l'hommage de Pétain, elle fait les prises de saisissement, elle me dit « Mais Mistral était pétainiste ?» Je dis « Non, Pétain était mistralien. » Voilà, c'était... Voilà, donc il y a une politique de Mistral, qui est la politique des libertés, de l'indépendance, de l'autonomie. Il y a une politique bien sûr contre tout ce qui est centralisation, tout ce qui est jacobinisme, la République une et indivisible. Il y a une politique pour tout ce qui est variété, diversité, mais tout ça avec réalisme, c'est-à-dire, comment dire, il y a le double souci d'une unité qui ne soit pas unitarisme et d'une variété qui ne soit pas anarchie. Il y a toujours un grand réalisme chez Mistral, et donc je peux vous citer là aussi, il y a quand même quelques textes de Mistral dans les discours où on retrouve cette politique. Alors c'est vrai que d'une main, c'est pas commode. Donc voilà ce qu'il dit. C'est un texte de 1882 pour la Sainte-Estelle d'Albi qui a pour titre « L'attachement au terroir ». Et Mistral dit « L'unitarisme, lui, s'il a à l'ouvant, c'est-à-dire s'il a l'énergie, et que rien ne l'arrête, il passe la planaille, c'est-à-dire il passe le niveau sur tous les clochers, sur tous les tas de pierres, sur tous les courages, et ne tenant aucun compte ni des usages, ni de l'histoire, ni de la langue, ni du climat, il veut faire boire tout le monde à la même coucourge, à la même courge. Il vous change peu à peu la nation en troupeau, puis un jour vient un monstre qui peut dire, en voyant l'écrasement de tous, je voudrais que le monde n'ait qu'une tête pour pouvoir la couper. Et il rajoute, l'extrême indépendance n'est pas moins dangereuse, car faute de gouvernement et d'unité de vue,
une nation peut se déchirer, peut se désmésouler, c'est-à-dire peut perdre son identité dans la guerre civile, peut s'éparpiller et disparaître. Et donc voilà, on a ce beau discours de la Sainte Estelle d'Albi. Bon, il parle aussi dans ses textes d'Areux d'Abba Grégoire, cet imbécile d'Abbé Grégoire. Il évoque également le mythe du progrès. Donc on voit que c'est tous des thèmes qui ensuite seront bien sûr des thèmes forts dans l'œuvre de Maurras. Il est bien vrai qu'il y en a qui crient « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas encore fini là-bas, le long du Rhône. Vous ne le voyez pas qu'elle est morte, votre vieille Provence, et que Provençal fait ses dernières étincelles. Vous ne le voyez pas que le progrès, avec son énergie aussi irrésistible, effaçant les coutumes, les traditions, les usages, les tribus, les patries, emporte les nations vers une immense melting, mescladis, c'est le melting pot, enfin, un immense mélange. Et nous répondons, nous, progrès tant que vous voudrez, mais vos rêveries ne feront pas que les pins un jour portent des figues, ni que du cœur de l'homme s'arrache jamais l'amour du terroir, ni que l'enfant oublie la douce mamelle où il a tété. Voilà. Donc on a aussi là, et c'est intéressant de voir ce texte, parce que face justement aux partisans du progrès, Mistral revient toujours au réel, à la réalité, que les pins ne porteront jamais de figues et qu'on n'arrachera jamais du cœur de l'homme l'amour du terroir où il est né. Donc voilà, il y aurait d'autres textes, mais je ne veux pas m'éterniser. Il y en a quand même un que je voudrais vous dire, parce qu'il a une résonance, j'allais dire, maurassienne et d'action française. C'est quand Mistral dit, il y a point d'éteint qu'Acossès dit, la liberté c'est d'où pas, la liberté c'est près. Il y a longtemps qu'on l'a dit, la liberté ne se donne pas, la liberté se prend. La liberté ne s'octroie pas, elle se prenne. Et puis je voudrais peut-être vous citer, pour montrer qu'il y a aussi une actualité finalement, c'est citer peut-être un texte, une strophe d'un texte des Îles d'Or, qui est un texte de combat qui a pour titre Espuscade. Espuscade, ça veut dire, ça veut dire éclaboussure, c'est un texte de combat. À mon avis, qui pourrait très bien aller avec le wokisme actuel, qui pourrait très bien aller pour toute cette espèce d'idées complètement insensées qui semblent prendre malheureusement le dessus. Mistral dit, et Vézin, alors je vous dis en provençal, puis j'essaierai de vous le traduire, et Vézin crée ses boufides et sa flaqui du bon mameu, et ses neblas du bellifigue et ses spumpi du gargameu, et Vézin lengo provençal que sempre mai rununtisal, et Vézin veuille sent en rare et la raison bentan caleugue, avec des jours que la beleugue disque souhait tout pays rare. Vous avez tout compris, là. Alors, en voyant, j'ai mal écrit là. Ça y est. Tu sais, Michel, pas Mazodin. Ah oui, non, ça y est. Voilà. En voyant croître les vessies, voilà, en voyant croître les vessies, c'est-à-dire les billevesées, et s'afflaquer du bon mam et devenir flasque les bonnes mamelles, en voyant les belles filles disparaître et s'estomper et se glorifier les imbéciles, en voyant langue provençale que toujours plus on rogne tes ailes, en voyant aujourd'hui la raison si rare, enfin le bon sens si rare et la raison tellement aveuglée, il y a des jours où l'étincelle jaillit toute seule du briquet, du silex. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il y a le texte de combat, il y a ça en Israël, qui est un peu énervé. Bien, alors, voilà. Alors, tout ce que je vous ai dit, quand même, je voulais titrer ma conférence Maurras, Mistral, même combat, avec un point d'interrogation, quand même, pour pas aller trop vite. Alors, il est bien évident que tout ça ne fait pas laisser pour autant de Mistral un royaliste. On ne va pas chercher à tirer Mistral à tout prix vers le royalisme ou vers l'action française, même s'il y en est un des maîtres d'une certaine façon. Par contre, ça évite, je pense, d'en faire de façon très sûre un républicain. Donc voilà, on va quand même se garder ça. Alors, sur Mistral et la politique, justement, je voudrais dire deux mots, parce que Mistral n'a jamais voulu s'engager dans la politique. S'engager et engager le Philibris. Il n'a jamais voulu s'engager dans la politique parce qu'il n'a jamais voulu engager le Philibris dans la politique. Je parle tout simplement parce que Mistral avait la sagesse de savoir que
En République, la politique est forcément un ferment de guerre civile. En République, la politique, c'est forcément un camp contre l'autre. Et donc, engager un mouvement dont on veut qu'il soit victorieux, qu'il avance et qu'il progresse dans ce domaine-là, c'est évidemment scinder ce mouvement, et donc ça ne peut pas avoir d'avenir. Par conséquent, Mistral va refuser toujours cet engagement dans la politique. Par exemple, il y a des textes, un texte qui est connu, un petit poème dans lequel il dit « Nau tilibon provença, ou ce sera d'universa, ou vous tarel berloi, et farel maioi ». Donc il s'en sort avec une espèce de pirouette. Nous, les bons provençaux, au suffrage universel, nous voterons pour l'huile et nous ferons la yoli. Voilà. Bon, ça permet quand même de se sortir d'un engagement qui serait un engagement partisan, qui effectivement risquerait de couper le filibrige entre les blancs et les rouges, etc. Il va dire également, par exemple, d'une politique turne despotique, il n'y a que des capoums et des conépoums. Donc dans la politique turne despotique, il n'y a que des méchants et des coups de poing, il n'y a que de la bagarre. Il va dire aussi quelque part, dans les îles d'Or toujours, l'aspropoli politique untelucor haïs. Il dit l'âpre politique où le cœur est achaïté, où il y a de la haine dans le cœur. Donc voilà, il était bien conscient de tout ça. Dans une lettre dévolue, il va dire tout ce que n'est pas de la langue est mesquie de ses mesquisa. Donc tout ce qui n'est pas lié à la langue, il faut s'en méfier. Et bien sûr, c'est essentiellement par rapport à la politique qu'il dit ça. Et puis il y a dans les mémoires un passage là aussi où Mistral s'en sort avec une certaine, comment dire, on peut parler pirouette, mais il y a un conte qui est paru dans l'Armana provençal et qui met en scène le maire imaginaire de Gigognan. Le maire de Gigognan, qui est M. Lassagne, et donc Lassagne, il a réussi à rester 50 ans maire de son village. Alors on lui dit, mais enfin, comment vous faites pour rester 50 ans maire de son village? C'est pas possible. Alors, combien y a-t-il de temps que vous êtes maire de Gigognan? Il y a 50 ans. Tout le monde espère. C'est n'importe quoi. Il y a 50 ans. Oui, il y a 50 ans. J'ai vu passer, mon beau, 11 gouvernements. Et je ne crois pas mourir, si le bon Dieu m'aide, sans en enterrer encore une demi-douzaine. Mais comment as-tu fait pour sauver ton écharpe entre tant de gabouilles et de bourbouilles et de révolutions? Et mon ami de Dieu, c'est le pater des âmes. Le peuple, le brave peuple, ne demande qu'à être mené. Seulement, de le mener, tous n'ont pas la façon. Il y en a qui te disent il faut le mener raide. D'autres qui te disent il faut le mener souple. Et moi, c'est ce que je dis, il faut le mener gai. Voilà. Et donc, voilà, il y a tout ça. Mistral s'en sort toujours avec cette espèce de pirouette qui dit voilà. Et ça lui permet de ne pas s'engager. Et puis, il y a un épisode qui est bien connu, je reparlerai peut-être tout à l'heure, c'est l'épisode, bien sûr, de l'enquête sur la monarchie, quand Maurras va demander à Mistral de répondre à son enquête sur la monarchie, et Mistral va refuser. Donc, j'ai encore un peu de temps. Tout va bien. Je vais boire un coup quand même. Excusez-moi. Alors, je vais parler un peu maintenant, peut-être, si vous voulez, des liens entre Maurras et Mistral. Alors, d'abord, là aussi, il faut faire peut-être une précision chronologique. Ce n'est pas du tout la même fête. Ce n'est pas du tout la même époque. Disons que ce sont deux personnages qui ne sont pas de la même époque. Il y a 40 ans d'écart ou 38 ans d'écart entre Maurras et Mistral. Donc, il est bien évident que la relation première entre Maurras et Mistral, c'est une relation de disciple à maître. Mistral, quand Maurras, en 88, va rencontrer pour la première fois Mistral, Maurras a 20 ans, Mistral en a 58. Voilà. Donc il est bien évident qu'on n'est pas dans une relation égalitaire. Après, on viendra à une relation d'amitié. Alors, je pourrais dire qu'il semble que Maurras avait tout pour devenir mistralien. Il avait d'abord le même amour de la petite patrie et de la grande patrie. C'est-à-dire que Maurras était attaché, comme Mistral était attaché à Mayenne, Maurras était attaché à Martigues. Il y a des textes, il y a beaucoup de textes sur Martigues, et qui sont des textes où on sent une vraie émotion et une vraie passion pour son pays, comme on dit ici. Et d'ailleurs, un de ses premiers textes en provençal, c'est « Les 30 beautés de Martigues », les 30 beautés de Martigues. Il y a le même amour de la langue, c'est-à-dire que Maurras a entendu le provençal dans la bouche de la servante de la famille, qui était Sophie, dont il fait des descriptions là aussi très affectives. Il a entendu, bien sûr, dans les rues de Martigues, il a entendu
à Aix, au collège sans doute, avec en particulier le Monseigneur Guilibert, qui lui a fait connaître l'œuvre de Mistral, etc. Et je pense que l'amour de la langue et l'amour du pays ont été ravivés chez Maurras par l'exil, puisque Maurras a 17 ans, son père meurt quand il a 6 ans, et d'ailleurs, on peut penser aussi que Mistral va être produit un père de substitution, qu'il va y avoir aussi dans Mistral, de même que Lamartine avait été une espèce de père de substitution pour Mistral, Mistral sera un père de substitution aussi pour Maurras, sans doute. Mais donc l'exil va raviver cette passion, cet amour de sa langue et de son pays. Si vous voulez, quelqu'un qui reste sur place, ben, c'est naturel, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Quelqu'un qui a quitté son pays, forcément, il y a une espèce de nostalgie qui réactive constamment ce besoin à la fois du pays et de la langue. Et puis il y a aussi la philosophie mistralienne. Il est clair que la philosophie mistralienne, qui est une pensée traditionnelle fondée sur la patrie, la famille, les traditions, la religion, les libertés, ben, elle correspond parfaitement à la pensée que Maurras lui-même est en train d'élaborer. Donc je vais prendre donc seulement 3 ou 4 dates de la relation Maurras-Mistral pour évoquer cette relation. Je ne vais pas parler du tout parce que la relation Maurras-Mistral, elle est permanente. Maurras, à partir du moment où il connaît Mistral, alors d'une part, il se passionne pour le félibrige, mais il va aussi citer Mistral partout. Il n'y a pas un livre de Maurras, je pense, dans lequel il n'y a pas une citation de Mistral ou une évocation de Mistral. Donc je vais prendre quelques dates. Alors la première date, bien sûr, c'est la rencontre avec Mistral, et c'est la Sainte-Estelle d'Avignon. En 1888, Maurras a 20 ans, et donc il va avoir là l'occasion de rencontrer Mistral. Alors, il est déjà rentré un peu en félibrige, puisque justement, à Paris, il va rencontrer la Société des Faits libres de Paris, où il va pouvoir retrouver justement la langue et le pays qui lui manquent. Donc, il va écrire un éloge d'Aubanel. Cet éloge d'Aubanel recevra un prix. Il recevra donc, lui, je crois, une lettre de Maurras, de Mistral, qui le félicite et qui l'encourage, et il sera donc admis officiellement à la Société des Faits libres de Paris. Et c'est dans ce courant-là qu'il va rencontrer Mistral. Alors je vais vous lire quand même un peu comment Maurras raconte sa première rencontre avec Mistral. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée, qui a vraiment une espèce de naissance du jeune Mistral, qui a encore un peu la tête pleine d'idées un peu modernistes liées à l'évolution, etc. Et où, d'un coup, la rencontre de Mistral va être importante. Donc voilà, c'est Maurras qui parle là. À la fontaine de Vaucluse, un beau jour d'août 88, le grand poète rhodanien est donc assis, couché, à peu près de la même manière que l'illustre Rénan, le visiteur de Rome, mais tourné de façon à laisser derrière lui le grand ciel et la petite Sorgue. Bon, etc. Je passe sur les détails. Je n'étais ni des uns ni des autres, les pèlerins qui étaient autour, connaissant à fond Mireille et Nerthe, Calendal et les îles d'Or, mais ne sachant trop que penser encore de Mistral et du félibrige, n'y ayant guère réfléchi qu'avec une cervelle de 20 ans, jour digne de mémoire. Oui, j'admirais beaucoup la langue, je comprenais l'immense mélancolie de ce rénovateur, sa volonté de renaissance, mais je me demandais s'il n'avait point à faire à une condamnation sans appel, et c'était à cela que je pensais de toute mon âme en le regardant lui. C'est-à-dire, Maurras a le sentiment que Mistral se bat pour une cause qui est perdue d'avance parce que le progrès et l'évolution font que tout ça ne peut pas durer. Alors, il ne s'agit bientôt plus d'exprimer mon admiration pour la sublime liberté de sa poésie, ni pour le naturel de sa noble pensée. Un garçon de 20 ans, Maurras, court à l'essentiel, qui est de contredire. Toutes les objections qui, depuis 4 ou 5 ans d'études, me venaient à l'esprit contre le multa renascento, le vers d'Horace qui dit que toutes choses peuvent renaître, qui semblaient promises à la disparition éternelle. Donc, toutes ces objections, fondement de l'art mistralien, tous les faits que je me figurais avoir tirés comme une limite à sa volonté de héros, je n'eus aucune crainte de les exposer devant lui, qui ne sourcillait pas, et de les présenter comme autant de fatalités qu'il lui serait impossible de rompre.
Donc voilà, hein, c'est toujours cette idée d'évolution. L'évolution fera que votre œuvre n'aboutira pas. En gros, c'est ce que le jeune Maurras, un peu culotté, dit à Mistral. J'évoquais la rapidité et la fréquence des communications établies par le moyen nouveau des conquêtes de la science. Je notais le contact et le mélange des races. Je disais la sensible mort de tous les caractères et insignes locaux. Enfin, la déesse évolution était à l'honneur. Voilà, hein, Maurras baigne en pleine cette espèce d'évolutionnisme. La déesse évolution m'avait fait apostasier toutes les lumières de la raison, et j'avais surtout oublié, pour ma part, dans le phénomène des langues, cette action de l'esprit des hommes, et surtout des grands hommes, lorsqu'ils combattent ces destinées dont ils sont aussi les ministres. Voilà. C'est-à-dire que Maurras va dire à Mistral, mais c'est fini, le provençal est complètement gaspillé par plein de racines qui sont du français, c'est une langue qui n'a plus une véritable pureté, et Mistral va lui dire, mais c'est pas compliqué, c'est à nous à lui redonner cette pureté. Et donc ce combat, on peut le mener. Et donc c'est là que Maurras a une leçon, qui d'ailleurs, à mon avis, va déterminer cette phrase qui était en tête de la langue française, je crois, ou qui est très célèbre en tout cas, qui est « tout désespoir en politique est une sottise absolue ». Le désespoir en politique, eh bien, c'est Mistral qui lui a appris qu'il n'y avait pas de désespoir, et que malgré l'évolution, soi-disant, de la société ou des sociétés vers tel ou tel chemin, eh bien, il y a toujours la volonté de l'homme qui a cette capacité d'aller s'imposer. Et donc Mistral dit, Maurras continue, dont les grands hommes, lorsqu'ils combattent ces destinées, dont ils sont aussi les ministres. Or, l'un d'eux était devant moi et lui disait en quelque sorte, ma foi, petit bonhomme, vous n'aviez oublié que moi. C'est Maurras qui imagine ce que Mistral aurait pu lui dire. Et il termine ce passage où, je vous dis, on voit comme une espèce de naissance à une pensée forte, qui est « Belle heure de ce jour si beau du matin de ma vie d'esprit ». Avais-je jamais reçu de plus belles leçons de philosophie? Avais-je été jamais mieux mis en garde contre la thèse des courants qu'on ne remonte pas? Je ne pus jamais me défendre de me reporter à cette journée, toutes les fois qu'il m'arriva 20 ou 25 ans plus tard, de recevoir de Maillane la carte ou la petite lettre que terminait souvent une souriante et magnifique salutation rituelle « Et cum spiritu tuo ». Donc Mistral terminait souvent les lettres qu'il envoyait à Maurras avec ce cum spiritu tuo, ce qui marque bien la communion d'esprit qu'il pouvait y avoir entre ces deux personnages. Bon, j'étais un peu long, je vais essayer d'être un peu moins long sur la deuxième moment important, me semble-t-il, c'est la déclaration des jeunes faits libres fédéralistes. C'est-à-dire 4 ans plus tard, 1892, Maurras, qui s'est engagé dans le Félibrige à Paris et qui mène des actions, se rend compte qu'en fait, la Société des Faits libres de Paris à laquelle il appartient, qui est une société qui ronronne, c'est une société de notables, qui sont là pour se rencontrer joyeusement, faire des banquets, boire un coup, mais qu'il n'y a pas de véritable lutte, qu'il n'y a pas de véritable projet d'une lutte pour le fédéralisme et pour les libertés, pour tout ce que Mistral justement promouvait. Et donc Mistral, avec Amoretti et avec Auguste Marin, vont écrire et proclamer dans une de ces réunions la déclaration des jeunes faits libres fédéralistes. Alors je vais vous en lire un peu parce que c'est une belle déclaration, mais c'est une déclaration qui va avoir un impact énorme, qui va faire du bruit, qui va mettre un peu le désordre dans cette société qui était bien tranquille, qui était bien, qui ronronnait pas, qui ne voulait pas faire de bruit, qui va même mettre du désordre jusqu'à la préfecture, parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est que ces agités, ces révolutionnaires qui vont un peu troubler la vie politique du moment. Et donc, c'est Amoretti qui va... La déclaration a été écrite essentiellement par Maurras et Amoretti, je crois. C'est Amoretti qui va la proclamer. Et donc, il commence à se lever en disant « Nous est per un brinde che m'augur ». C'est pas pour un toast que je me lève. Parce qu'ils avaient l'habitude de se lever parce qu'ils n'arrêtaient pas de boire. Ils portaient des toasts à ceci, à cela, à la victoire, mais ils restaient assis, ils ne bougeaient pas. Donc, la première chose, c'est « Nous est per un brinde che m'augur ». Voilà, c'est pas pour rien, c'est pas pour ça. Alors, je vous l'ai dit en français. Voilà longtemps, Monsieur le Président et Messieurs les faits libres, que les jeunes gens mûrissent les idées que vous avez semées. Et voilà longtemps aussi qu'ils souhaitent impatiemment de réaliser ces idées. Et là, on voit, je me coupe là, mais c'est pas grave, on voit pourquoi, Mistral va suivre ces jeunes qui viennent mettre un peu la garouille dans le Félibrige. Mistral va les suivre, il va les soutenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut pas oublier que quand Maurras et Amoretti
donne ce texte, cette déclaration, Maurras a 24 ans. C'est-à-dire qu'il a exactement l'âge qu'avait Mistral quand il a lui-même créé le Félibrige. Et donc Mistral voit dans ces jeunes gens, et bien il voit cette espèce d'action qui était, cette espèce de volonté d'action, de réalisation qui était la sienne propre lorsque lui-même, X années plus tôt, avait créé le Félibrige. Donc voilà longtemps aussi qu'il souhaite impatiemment de réaliser ses idées. Et voilà, alors après une attaque contre le Félibrige. Depuis 37 ans, le Félibrige existe. Depuis 37 ans, on fait la Sainte-Estelle. Depuis 37 ans, on boit la dernière bouteille du vin de Châteauneuf des Papes. On chante des chansons de guerre, et dans des poèmes qui ne mourront pas, on appelle au combat toutes les énergies de la terre d'homme. J'ai entendu, on fait tout ça, mais on ne fait pas grand-chose, parce que derrière, ça ne suit pas. Nous avons entendu, alors, les jeunes maintenant qui disent, nous avons entendu l'appel, et maintenant nous allons dire, non pas comme autrefois devant les auditoires de frères et des réunions de lettrés, mais dans les assemblées politiques et devant tout le peuple du Midi et du Nord, les réformes que nous voulons, nous en avons assez de nous taire sur nos intentions fédéralistes quand les centralisateurs parisiens en profitent pour nous jeter leurs méchantes accusations de séparatisme. Enfantillage et ignorance, nous levons les épaules et nous passons. J'en saute un petit peu. Voilà pourquoi, messieurs, avant toute chose, nous réclamons la liberté de nos communes. Nous voulons qu'elles deviennent maîtresses de leurs fonctionnaires et de leurs fonctions essentielles. Nous voulons qu'elles puissent remettre à leur place ces jolis messieurs qu'on appelle les sous-préfets, et nos pauvres communes ne seront plus alors de simples circonscriptions administratives, elles auront une vie profonde, elles seront de véritables personnes, et pour ainsi dire des mères inspirant à leurs fils les vertus, les passions ardentes de la race et du sang. Donc voilà, on voit cette déclaration qui est une déclaration forte, donc qui va avoir un effet, puisque, bon, ça va faire parler, bien sûr. Maurras et ses amis seront exclus de la Société des Faits libres de Paris, et ils iront créer, eux, car après, un an après, en 93, je crois, ils vont créer la société, l'école félibraine de Paris, l'école félibraine de Paris, et Mistral va les soutenir. Donc ce qui est important, c'est ça. Et même Mistral va, à cette occasion, offrir à Maurras le trésor, les 2 gros tomes du trésor du Félibrige, avec une dédicace, Maurras à Théodibras. Tiens, Maurras, ce gros livre. Donc voilà, le deuxième grand moment, me semble-t-il, c'est ce moment où on sent un Mistral prêt à un Maurras qui veut l'action, qui veut ne pas rester ni dans le rêve, ni dans les espèces de gentillesse entre nos tables, mais qui veut effectivement une véritable action politique. Troisième moment, je vais aller vite, c'est l'enquête sur la monarchie. Effectivement, alors là, on a changé, puisque là, Maurras est devenu royaliste. En 1996, quand il revient des Jeux Olympiques d'Athènes, Maurras est royaliste. Et donc, là, il n'abandonne pas le combat pour la décentralisation, pour les libertés, etc., bien entendu. Mais par contre, c'est vrai que son combat va devenir un combat plus tourné vers la nation, et vers la nation française, et vers la monarchie. Et donc, en 1900, il va lancer sa grande enquête où il va poser à tous les grands intellectuels de l'époque, les grands artistes, il va poser la question, oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée, il ne faut pas l'oublier, le « et décentralisé » qui chez Mistral pouvait parler, bien sûr, et décentralisée est-elle de salut public? Et là, Mistral va refuser de répondre, toujours pour la même raison, même si effectivement le décentralisé pouvait le toucher, et toujours pour la même raison, c'est parce que Mistral ne veut pas engager le Félibrige dans la politique. Et donc, on a 2 lettres de Maurras qui insistent, mais Mistral refuse, encore une fois pour les raisons que l'on sait. Par contre, sa réponse montre qu'il n'était quand même pas vraiment persuadé des vertus du suffrage universel. Voilà ce que répond Mistral à Maurras. Mon cher ami, j'en peux noter le cher ami, j'ai suivi la discussion supérieure que vous avez provoquée et brillamment soutenue dans la Gazette. Vous vous êtes révélé là comme un futur directeur de règne, si les dieux pitoyables réservaient à la France quelques retours de bon sens. Mais pour répondre tout de suite à votre aimable demande, je vous prie de me laisser dans le silence où je vis, car je ne veux à aucun prix et à aucun titre remettre le pied dans la politique. Mistral, il est clair. C'est un vrai, mon vaillant Maurras. Je crois qu'on peut quand même s'arrêter sur les petits éléments affectifs. Mon vaillant Maurras, mon cher ami. On sent qu'il y a quand même une proximité grande entre ces 2 hommes. C'est en vain, mon vaillant Maurras, que vous faites appel à quelques manifestations miennes motivées par la question de la décentralisation. Même ce lest en réserve, je me sens disposé à le jeter à la mer,
dans les populations qu'on nous a faites, hein, et ce qu'on nous a fait, c'est quand même, on est en 1900, hein, c'est 100 ans de République à peu près, donc dans les populations qu'on nous a faites, je constate trop de signes d'incapacité ou de sottise criminelle pour que je leur souhaite l'autonomie de notre rêve. Donc voilà une réponse assez claire et assez nette, hein, mais qui n'a pas entraîné de brouille entre Mistral et Maurras. Hein. Maurras a continué bien sûr à être proche de Mistral, hein, en 1903 et proche surtout des idées liées à la décentralisation, aux libertés, etc. En 1903, il écrit la République et la décentralisation, un débat avec Paul Goncourt. En 1905, un nouveau débat sur la République et la décentralisation. En 1907, il écrit un article sur à Arles avec Mistral. En 1908, premier numéro de l'Action française quotidienne, Mistral est désigné comme abonné de droit et d'honneur, hein, à la F quotidienne. En 1909, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure à la fin, il s'occupe avec beaucoup d'activités du 50e anniversaire de la parution de Mireille. Hein, et enfin, en 1910, enfin, ça ne s'arrête pas, parce que ça va aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à la mort de Maurras. Hein, il sera mistralien jusqu'au bout, bien sûr. En 1910, au moment où se crée l'Institut d'Action française, il y a une chaire qui est créée, qui est la chaire Frédéric Mistral. Hein, donc on voit que voilà, ça va jusqu'au bout, ça va jusqu'à la mort. Donc jusqu'à la mort de Mistral, et là je vais quand même vous lire le passage de l'état de Berre où il évoque la mort de Mistral, parce que de la même façon que, que sa première rencontre était en quelque sorte une naissance à la pensée politique, la mort de Mistral est pour lui comme la mort d'un père, et c'est un moment très fort. Hein. Donc c'est un article qui a été écrit juste après, hein, le jour même, le 25 mars 14. Mistral est mort. Je redis ces trois mots, il me semble qu'ils sont tout à fait dénués de sens. C'est à moi seul que le cœur manque, c'est nous qui descendons où l'on dit qu'il est descendu. Le poète divin de qui nous tenions le meilleur de nous-mêmes nous avait toujours paru destiné à survivre à tout ce que nous étions. Voici qu'il n'y a plus à le rappeler de ses noms de maître ou de père. À quelle grande faune des poésies le blues, cette grande source de poésie sereine, et les strophes de Lamartine que lui-même épancha et les strophes de lamentation que lui-même épancha sur la mort de Lamartine ne sauraient même rien exprimer d'une pensée, d'une douleur qui met en deuil bien autre chose que la poésie. Il n'y a pas que la poésie qui reliait Mistral à Maurras, il y a beaucoup d'autres choses. On peut tenter de faire le compte de l'œuvre immense. Pour nous, ce n'est encore rien. Mistral a ressuscité au fond de nos cœurs notre histoire, notre légende, notre sagesse provinciale, notre raison même. Il a éclairé pour nous jusqu'au sens des choses telles qu'elles sont, mais telles que nous ne les eussions jamais comprises sans lui. La respectueuse affection qu'il avait bien voulu nous permettre d'entourer sa noble vieillesse ajoute à notre douleur, mais je connais des Provençaux de ma génération qui ne l'ont jamais vu ou qui l'ont vu à peine. Aujourd'hui dispersés sur tous les points du monde, ils sentiront qu'avec la personne brisée de Mistral se perd en eux le centre d'une attraction suprême auquel correspondait, comme par un accord de sourire mystérieux, le nom et l'image de leur pays. Il nous fallait que l'auteur de cette grande oraison restât dans la vie. Nous étions nés, nous avions grandi à son ombre. Nous nous étions accoutumés à cette chanson solennelle, profonde et familière, comparable à l'ébranlement du chêne sacré. Sans lui, nous ne pouvons nous empêcher de demander, dans le dernier repli égoïste de l'être, ce que nous allons devenir. Voilà. Donc, on a un texte qui est un texte fort, hein, où Mistral, où Maurras, effectivement, perd un père, et où la Provence aussi perd un père, et où la France aussi, et où la pensée traditionnelle perd un père. Et donc, on voit comment Mistral est à la source de la pensée maurassienne, hein, comme il est au bout de cette pensée. Et pour terminer, je voudrais juste, pour éviter le reproche qu'on pourrait me faire, vous avez voulu encore tirer Mistral vers le royalisme ou tirer Mistral vers Maurras, hein, je pense qu'il y a une phrase qui est une dédicace, la dédicace que Mistral a écrite sur une photo qu'il a donnée une photo de lui qu'il a donnée à Maurras en 1909, hein, au moment donc du 50e anniversaire de Mireille. Et cette phrase que je vais redire une fois ou deux parce qu'il faut l'analyser. A mon ami Carle Maurras, che mi esque tutti et ce tutti a compris et escardi l'idée de ma vie. Et donc à mon ami Charles Maurras, et l'amitié, hein, au passage Maurras
Mistral s'amusait avec Maurras à couper le mot en deux, elle disait Maurras. Je ne sais plus en quelle année, il va lui donner la reine Jeanne, et lui, thème Maurras, Manzebeo. Tiens, alors Maurras, si on le coupe en deux, c'est un jeu de mots sur le nom, c'est toi qui es mal rassasié, toi qui n'es jamais rassasié, toi qui n'en as jamais assez. Et donc il donne la reine Jeanne, et il dit, tiens, Maurras, mange et bois. Bon. Donc, à mon ami Charles Maurras, qui mieux que tous et au-dessus de tous, on est en 1909, je veux dire, le Philippe il a eu le temps depuis 1854 de se développer, il a eu le temps d'avoir les analyses, et Mistral était quand même, qui mieux que tous et au-dessus de tous, a compris et éclairci, et m'a rendu clair, l'idée de ma vie. Donc, je crois que c'est quand même une phrase, une dédicace qui est une dédicace forte, et d'autant plus forte que les mots même qu'utilise Maurras, l'idée de ma vie, ou cumbres et esclardi, sont les mots que Maurras lui-même employait dans la déclaration des jeunes philippes-fédéralistes lorsqu'il s'adressait à Mistral. Là, il disait, les jeunes que nous sommes, nous avons compris le message et nous voulons éclaircir l'idée qui était la vôtre. Donc je termine en relisant cette phrase d'une seule façon, à mon ami Carmen Maurras, che mi tutti e su tutti a cumbres et esclardi, l'idée de ma vie. Merci.